Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines, mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin! Mais pourquoi est-il aussi méchant? Épisode 7. La quête de l'Open Crumb. Hi, my name is Dr. John Douillard. I want to talk to you today about the difference between European bread and American bread. People go to Europe, they go on vacation, they eat the bread, they eat the gluten, they have no problems. They come back here, they eat the American bread, they feel sick, they bloat, they have gas, they feel fatigued, they have brain fog. All kinds of crazy things happen, right? So it's got to be the wheat, right? The wheat over there has got to be way different than the wheat here. Lorsqu'on commence à faire son pain chez soi, au levain ou pas, on finit très rapidement par vouloir s'améliorer et expérimenter tout un tas de paramètres. Certains la jouent freestyle, d'autres notent tout dans un petit carnet dédié, d'autres enfin se satisfont de leur pain initial, et c'est l'essentiel. Mais la plupart des néophytes, disons-le, s'appliquent à améliorer la texture et le rendu de leur pain. On le souhaite bien gonflé, doré et surtout avec une mie aérée et bien moelleuse. La mie aérée, ou open crumb en anglais, c'est le signe d'une bonne fermentation, ni insuffisante ni excessive. C'est le signe que le ferment, qu'il soit sous forme de levure ou de levain, a bien fait son travail et que le dioxyde de carbone piégé dans les mailles du réseau de gluten s'est correctement réparti. Et cette fameuse mie, elle n'est pas facile à obtenir. Les premiers essais sont rarement satisfaisants, voire décevants, et nous voilà atteints malgré nous du syndrome de la galette. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Alors oui, sauf que nous, notre galette, il n'y a pas de beurre dedans, et encore moins des bulles. Alors qu'est-ce qui fait que quelquefois, on ne parvient pas à faire lever un pain correctement? Les alvéoles tardent des fois à venir pour plusieurs raisons. Nous sommes impatients et ne respectons pas les temps de pousse, ou au contraire, nous laissons fermenter la pâte à pain trop longtemps. Notre levain n'est pas assez actif, les farines utilisées sont trop bas de gamme ou ne contiennent que très peu de gluten. Bref, le diagnostic de la galette peut être multiple. Faire du pain est un vrai métier, c'est un artisanat, un art mis au service d'autrui. Du coup, beaucoup de frustrations peuvent survenir au départ lorsqu'on commence à faire son pain chez soi et qu'on se rend compte, que ce n'est pas si facile que ça d'obtenir du pain comme chez le boulanger. Que ça demande de l'entraînement, de l'observation, de l'expérience, de bons produits. Cette frustration vient s'accentuer davantage lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, notamment les comptes américains, et qu'on observe avec admiration des pains tous plus spectaculaires les uns que les autres, réalisés en général par des amateurs. J'ai moi-même pendant plusieurs années cherché à obtenir le même résultat en vain. J'ai tout essayé, une farine plus forte, un taux d'hydratation plus élevé, surveillé et expérimenté différentes fermentations, suivi tous les tutos possibles, rien n'y a fait. Impossible d'obtenir cette mie de dentelle avec ses alvéoles gigantesques. Je ne prétends pas être une experte loin de là, mais tout de même, ça pose question. Et puis, lorsqu'on creuse un peu, on finit par comprendre. On n'est pas du tout sur le même produit, les amis. Les farines américaines, c'est comme Lance Armstrong sur le Tour de France. On l'aime bien, il est américain, il gagne tout le temps, et puis, on finit par comprendre qu'il s'est dopé. Cette victoire dans le Tour de France, de quoi asseoir sa notoriété. Un comeback étonnant après 3 ans d'absence, de quoi susciter la curiosité. Dans un article de franceamérique.com, on peut lire que la maison Kaiser, lorsqu'elle s'est installée à New York, a dû adapter toutes ses recettes boulangères et pâtissières en fonction des farines américaines, très différentes des nôtres, notamment de par leur taux de protéines élevé. Les sols ne sont pas les mêmes qu'en France et surtout, les farines sont constamment enrichies avec 5 additifs, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ces enrichissements, qui répondent à un cahier des charges imposé par la FDA, Food and Drug Administration, ont un but strictement sanitaire, pour prévenir carences et maladies. Et ça, c'est sans évoquer les OGM, largement utilisés sur les cultures américaines. Bon, on ne va pas se mentir, en France aussi il y a des OGM, mais en Amérique c'est quand même particulier. On peut donc rapidement comprendre que les farines américaines, et les canadiennes encore davantage, sont victimes d'un dopage organisé et traditionnel. La plupart des farines de grandes marques, type King Arthur ou Pillsbury, contiennent entre 12 et 14% de protéines, soit l'équivalent d'une farine de type Manitoba spécialement utilisée pour la pâte à pizza. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, on tourne plutôt entre 9 et 11% de protéines. La comparaison est significative, et elle explique ces différences de résultats et ces mises spectaculaires qu'on peut observer sur les réseaux sociaux lorsqu'on suit les comptes américains. Il est en effet plus aisé d'obtenir une levée conséquente et donc des alvéoles plus marquées avec ce type de farine, même si bien sûr, une certaine pratique s'impose. Il n'y a donc pas de comparaison à faire, ni de frustration à avoir. Et puis, cette quête de l'open crumb ou de la mie alvéolée, elle est très subjective. Finalement, nous n'avons pas tous les mêmes goûts et les mêmes attentes en termes de pain. Certains vont l'aimer blanc, quand d'autres vont le préférer plus complet, avec une mie serrée et un goût plus maltais. D'autres vont y ajouter des graines à foison, et certains enfin préféreront la cuisson moins soutenue. Il y a de la place pour tous dans le pain. Lorsque j'en parle avec mes abonnés, je vois que beaucoup d'entre vous priorisent le goût à la forme, ou que vous préférez les pains, disons, tartinables. Car il est évident que les pains Instagram à la mie caverneuse, c'est tout sauf tartinable. Finalement, ces pains haute couture, on aime tous les regarder, ils sont très esthétiques. Mais ils sont peu accessibles à tous dans la pratique. Cette réflexion, je l'avais déjà entamée il y a un moment, et c'est lorsque Arnaud en a parlé que ça m'a semblé être un sujet intéressant à aborder. Arnaud s'est mis à faire son pain chez lui, comme beaucoup d'entre vous, pendant le confinement. Il partage ses découvertes et ses pérégrinations culinaires parisiennes sous le pseudonyme Fulgure au pain, un pseudo spécial génération 90s, et qui sonne plutôt bien avec son nouveau hobby. Je lui ai posé quelques questions afin de comprendre sa démarche et de creuser un peu avec lui les ressentis qu'il a pu avoir en tant que néophyte enfariné. Alors Arnaud, raconte-nous, pourquoi as-tu voulu te lancer et comment se passe ta découverte ? Alors ça fait depuis toujours en fait, je pense que j'aime le bon pain dans mes souvenirs d'enfance, j'ai toujours eu ces souvenirs d'odeur, de goût du pain, le bruit aussi, et ça m'est resté, et donc ça m'a toujours intéressé de chercher à trouver du bon pain finalement, donc principalement en fait dans des boulangeries à Paris où j'habite, et aussi en cherchant du bon pain, je me suis aussi rendu compte que la démarche était très importante parce qu'il y a plusieurs façons de faire du pain. Il y a des façons que je trouve meilleures que d'autres. Et donc, comme c'est l'objet de ton podcast, bien sûr, du pain au levain, mais aussi ça pose la question des matières premières, principalement les farines. Je sais que tu abordes le sujet dans des épisodes précédents et c'est vraiment très important. Le côté qualité de la farine, comment elle est obtenue, à partir de quel grain, dans quelles conditions le grain a poussé, et aussi les qualités donc gustatives, nutritives, etc. Toutes ces choses-là, ça m'intéresse. Et en plus du côté du côté tout simplement gourmand qu'on peut avoir en mangeant du pain. Donc ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu envie de me lancer, mais jamais vraiment eu l'occasion. Non pas qu'en fait ce soit très compliqué, mais je pensais que ça serait compliqué. C'est-à-dire que quand on a une vie remplie comme tout le monde, j'imagine, c'est dur de se dire faut que je me pose, je vais réfléchir à faire du pain, acheter le matériel, apprendre, etc. En fait, c'est pas forcément compliqué, la preuve, hein, mais je me disais que c'était compliqué. Et surtout, j'avais un peu peur
d'être déçu au début par des échecs qui font partie en fait de l'apprentissage, c'est normal, mais c'était pas forcément très motivant et c'est vrai que ça me retenait un peu. Donc pourquoi je me suis lancé? Bah, simplement parce que avec le confinement, sachant que j'allais travailler depuis la maison, j'allais avoir du temps et puis aussi avec le confinement, on avait moins la possibilité de sortir et donc moins la possibilité d'aller à la boulangerie, sachant que dans mon quartier, les boulangeries, je trouve, font pas vraiment du pain qui me plaît. Donc les boulangeries qui me plaisent le plus étaient un peu loin de mon domicile et donc avec le confinement, c'était pas évident d'y aller, quoi. Donc c'était une occasion supplémentaire de me lancer. Et donc avec le temps passé à la maison, je me suis dit que bah voilà que ce serait l'occasion. Donc dès le début, alors je m'étais quand même un peu équipé avant, c'est-à-dire que j'ai quand même acheté il y a quelques mois un livre pour apprendre. Donc j'avais un peu commencé à tâter le terrain. Et donc voilà, c'était le bon moment de me lancer. Et donc à l'annonce, ou juste avant l'annonce du confinement, disons, je suis allé acheter de la farine, voilà, pour lancer mon levain. Et puis voilà, dans l'idée de faire mon pain. Et voilà, donc comment ça s'est passé? Bah, finalement assez simplement, je dirais, parce que d'abord j'avais ce livre que j'ai acheté, donc le livre de Paul Magnette, Le Chant du pain, que je trouve bien parce il est un peu technique, mais pas trop, et puis très pédagogique, et vraiment il donne envie de s'y mettre, hein. Donc en suivant les recommandations du livre, notamment pour commencer à préparer le levain, bah ça s'est bien passé en fait. Le levain a démarré à peu près comme il faut. Je sais pas si mon levain actuellement est vraiment le levain le plus puissant, le meilleur pour faire du pain, mais disons que il fait le job. Et donc le levain, ça s'est bien passé. Après les premiers pains, euh, je pense forcément maintenant quand je regarde avec le recul, c'était des échecs, c'était des pains qui étaient pas, enfin, qui avaient vraiment des défauts. Mais en fait, j'étais tellement content de m'être lancé, d'avoir commencé à faire quelque chose et obtenir un résultat, même si bien sûr ce résultat n'était pas parfait. Voilà, j'étais tellement content que quelque part ça me motivait à continuer. Et c'est vrai que le pain était à peine sorti du four, que voilà, j'avais déjà envie d'en refaire un autre pour qu'il soit meilleur, etc. Donc même s'il y a eu des échecs, voilà, les échecs font partie de l'apprentissage et voilà, ils étaient plutôt là pour m'encourager à faire mieux. Mais voilà, je trouve que quand on a à la fois une bonne base avec un bon livre, par exemple, qu'on est rigoureux, parce que j'essaye d'être rigoureux quand même dans l'application des recettes. Et puis aussi avec Instagram, on a la chance d'être facilement pouvoir communiquer avec des gens qui s'y connaissent en fait. Bon bah voilà, avec tout ça, ça permet de se mettre en selle et puis que finalement les choses se passent bien. Alors les pains que je fais maintenant, ils sont vraiment loin d'être parfaits, il y a encore des problèmes, mais disons que petit à petit, je comprends mieux comment fonctionne le levain, je comprends mieux les étapes de la panification, et voilà, quand j'ai des problèmes sur le pain final, voilà, je suis à peu près, j'ai quelques idées d'amélioration et je crois voir d'où vient le problème. Donc voilà, donc c'est pas décourageant parce qu'en fait, même s'il y a des défauts, quand on a un peu l'idée de pourquoi il y a ces défauts, bon bah voilà, on a une piste pour s'améliorer et au contraire, moi ça me motive pour continuer. Est-ce que le fait de faire ton pain a changé quelque chose à tes habitudes? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu ne feras plus ou au contraire, que continueras-tu de faire? Oui, ça a changé quelque chose à mes habitudes parce que, bah disons que voilà, j'ai pris l'habitude déjà tout simplement de rafraîchir le levain. Donc rien que ça, c'est déjà une routine tous les jours. Donc mon levain, c'est vrai qu'au début, bon, comme je fais pas du pain tous les jours, je le mettais au frigo. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une façon d'avoir un levain très puissant. Bon, de ma propre expérience, hein, après, j'imagine que chaque levain est différent. Il y a peut-être des levains qui, en sortie de frigo, peuvent donner des beaux pains.
Mais moi, bon, voilà, je trouvais ça mieux quand même. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça mieux de le laisser à température ambiante. Sauf que forcément, à température ambiante, et a fortiori maintenant que les températures augmentent un peu, voilà, il faut le rafraîchir plus souvent. Donc, je faisais un rafraîchi une fois par jour. Mais là, voilà, je me rends compte que c'est mieux de faire 2 fois. Parce que voilà, il est quand même très aigre au bout d'un jour. Donc voilà, en ce moment je suis plutôt parti sur 2 rafraîchis par jour. Donc voilà, rien que ça fait déjà une petite routine. Donc ça change mes habitudes parce que bon, ça fait à quelque part voilà, une habitude en plus à prendre. Et après dans le pain, oui, bien sûr, maintenant que voilà, j'ai compris comment faire à la fois du pain, mais aussi d'autres choses, genre focaccia, pain brioché, brioche, etc. Voilà, c'est tout un tas de choses où je me suis rendu compte que c'était pas si difficile à faire. Bon, ça nécessite un peu d'organisation, un peu de planification, mais finalement, c'est des choses qui, je pense, sont compatibles avec mon emploi du temps, à condition que voilà, que je l'intègre dans mon emploi du temps. Et donc, voilà, maintenant, c'est surtout quand je vois les prix à Paris pour, par exemple, une part de focaccia ou quand on va chez un traiteur italien, des choses comme ça. Bon, maintenant, je me dis, c'est le genre de choses que ça, bon, voilà, enfin que je ferai moi-même parce que franchement, c'est pas très compliqué et puis ça fait un bon repas, c'est sympa et puis au niveau du prix, d'abord aussi on met ce qu'on veut dedans, on sait ce qu'on a mis dedans et puis au niveau du prix, c'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc voilà, pour plein de choses comme ça, disons, pour toutes les choses où j'ai l'impression que j'y arrive. Donc focaccia, brioche, et puis le pain, même si le pain n'est pas parfait, j'y arrive à peu près. Toutes les choses où j'y arrive, ça je pense que je vais essayer de continuer à les faire moi-même. Parce que j'ai l'impression que c'est possible de l'intégrer dans mon emploi du temps si je m'organise correctement. Après, voilà, il faut connaître ses limites. Il y a plein de choses que j'essaie pas encore faire ou que peut-être j'arriverai jamais à faire. Et voilà, pour toutes ces choses-là, je continuerai bien sûr d'aller chez les artisans, chez les bons artisans, et en particulier chez les boulangers. Donc voilà, dans mes habitudes de consommation, ce que ça va changer, c'est qu'effectivement, je suis conscient maintenant que je suis capable de faire un peu plus de choses qu'avant. Et donc les choses que je suis capable de faire, bon ben, je pense que je vais continuer à les faire moi-même. Et les choses que je ne serais pas capable de faire, là, je continuerai à les acheter. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, en fait, je trouve ça une sensation assez agréable de faire du pain. D'abord, il y a ce côté, donc préparer le levain, l'observer, etc. Il y a un côté un peu, à la fois, ça fixe un rendez-vous finalement dans la journée, et puis il y a le côté un peu expérimental. C'est vrai que j'aime bien ce côté découverte aussi. Donc faire des expérimentations, qu'est-ce qui se passe si je rafraîchis avec telle ou telle farine, qu'est-ce qui se passe si je mets l'eau un petit peu chauffée ou pas. Donc il y a tout un côté expérimental que j'aime bien. Et puis au niveau de la pratique, ça rythme la journée en fait, finalement, parce que quand on fait son pain, bon, on peut faire tout un tas d'activités à côté, mais il y a voilà, par exemple toutes les demi-heures, il faut aller faire un rabat ou voilà. Donc on a un petit rendez-vous et quelque part ça rythme la journée et je pense que ça permet de faire une pause dans son travail finalement en s'occupant en même temps du pain. Donc finalement c'est pas mal, je trouve, comme ça de s'organiser à côté de ses plages de travail à la maison. Faire un pain qui est quelque chose qui est un petit peu sur le long terme quand même. C'est pas comme juste si on faisait une recette où ça prend une demi-heure puis c'est fini. Voilà, ça prend quand même quelques heures de faire son pain, il y a des temps d'attente, des temps de repos, et quelque part ça rythme la journée. Et puis voilà, manipuler la pâte aussi finalement, je trouve que c'est quelque chose d'assez agréable, et puis de sentir voilà comment elle se comporte quand on manipule. Je trouve ça intéressant, en fait, de voir sentir la matière, en fait, aussi. Donc c'est quelque chose d'assez que je trouve rigolo, en fait. Et ça rythme la journée, et puis ça détend quelque part. Tu as ouvert un débat il y a quelques jours sur Instagram.
Quel est ton avis sur cette question du pain instagrammable des comptes US ou autres, qui utilisent majoritairement des farines pauvres en nutriments, mais très ou trop riches en gluten, dans le but d'obtenir toujours plus d'open crumb? Donc, quand j'ai commencé à essayer de faire du pain, en plus du livre que j'avais acheté, et puis en plus d'Instagram aussi, une des ressources facilement accessibles, c'était YouTube. Et donc je me suis mis à regarder à la fois sur Instagram et sur YouTube des photos, des vidéos de gens qui font du pain. Et c'est vrai qu'on tombe assez rapidement, parce que sûrement que c'est des comptes très populaires finalement, parce que ça plaît. On tombe rapidement sur des comptes notamment américains, de gens donc qui ont beaucoup d'abonnés finalement sur Instagram ou sur YouTube, et qui font des pains assez spectaculaires avec, comme on dit, donc open crumb, c'est-à-dire la mie très ouverte, très alvéolée. Et alors naïvement, quand j'ai commencé mon pain, en fait, moi j'étais plutôt dans l'idée de faire du pain avec des bonnes farines nutritives, donc c'est-à-dire des farines plutôt pas très raffinées en fait, à partir de minimum T65, T80 parfois, et je mettais aussi T150. Bon, donc forcément j'utilisais des farines assez complètes, et voilà, on sait bien que avec des farines complètes, c'est dur, et en plus au levain, d'obtenir des mie très très ouvertes, très aérées, surtout quand on débute. Alors en plus, donc comme je débutais, j'utilisais ces farines-là parce que ça me paraissait les meilleures nutritivement, ce qui je pense est le cas d'ailleurs. Et je voyais ce décalage à la fois dans le résultat final, dans la mie, l'aspect final du pain entre ce que j'arrivais à faire comme débutant et ce que ces gens-là arrivaient à faire, et aussi dans les manipulations, parce que quand on y voit dans leurs vidéos, ils manipulent la pâte, au niveau des rabats, du façonnage, etc. On a l'impression que c'est de la pâte à modeler presque sur laquelle ils travaillent. Et tout semble facile. Et voilà, moi j'étais en train de galérer avec ma pâte qui était mon pâton, qui était, je sais pas, trop liquide, pas assez fort, hein, ce qui manquait énormément de force. Et voilà, simplement à la fin, je sortais des pains qui étaient plutôt plats. Et voilà, je comprenais pas, parce que je me dis, quand même, je fais à peu près les mêmes gestes, j'essaye de bien faire. Et voilà, donc il y avait un côté très d'incompréhension au début, et un côté très frustrant. Sauf que quand on creuse, effectivement, on se rend compte que ces gens-là utilisent des farines canadiennes ou américaines, donc genre Manitoba par exemple, très 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 raffinées, donc type 0, type 00, et très fortes. Et donc forcément, à la fois la manipulation de la pâte et le résultat final est complètement différent. Mais ça, ils le précisent relativement rarement en fait dans leur publication. C'est-à-dire que c'est quand même écrit en général, mais ils insistent pas forcément. Par exemple, si on lit certaines publications, ça va être écrit tiens, aujourd'hui j'ai fait un pain avec de l'épeautre. Et donc quand on lit un pain d'épeautre, quand on est français, on va dire on va penser que le pain il est pas 100% épeautre, mais quand même il y a une bonne partie de la farine que c'est de l'épeautre. En fait non, quand on lit après dans le détail de ces gens qui sont sur YouTube ou sur Instagram, en général, quand ils disent un pain d'épeautre, en fait on regarde le détail, il y a peut-être que 20% maximum d'épeautre, et le reste c'est de la farine très forte en fait qu'ils utilisent. Donc forcément, la majorité du pain en fait c'est de la farine très très riche en gluten, et c'est ça qui va fournir le résultat auquel ils arrivent. Sauf que voilà, quelque part il y a une petite tromperie pour quelqu'un qui lit pas vraiment précisément comme je faisais au début. Eh bien on a l'impression que voilà, c'est un pain d'épeautre à 100% et on se comprend pas pourquoi ils arrivent à un tel résultat. Donc voilà, il y avait une certaine frustration. Si bien que, voilà, en achetant du matériel sur un site web, après j'ai eu l'occasion, voilà, comme par ailleurs je voulais faire des pizzas, je me suis dit, tiens, je vais acheter de la farine Manitoba pour voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté un sac de 5 kilos, voilà, et j'ai essayé, d'en mettre un peu, de rajouter au pain, et puis j'ai voulu faire une expérience, j'ai voulu faire un pain avec 80% comme eux en fait, 80% de Manitoba, et 1% de farine complète. Et effectivement, le pain est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a une mie effectivement très très ouverte,
La façon dont on manipule est totalement différente. On a l'impression d'avoir de la pâte à modeler entre les mains. Enfin, c'est très très facile. Sauf que à la fin, ce pain, c'est un pain totalement dopé ou botoxé, enfin je sais pas, mais totalement pas naturel. Et en fait, ça se ressent même sur le goût. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a un pain qui est peut-être joli, mais qui présente pour moi pas beaucoup d'intérêt en dehors de ça, en dehors de son aspect. C'est-à-dire que c'est un pain qui est très 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 alvéolé, la mie est super élastique. Il y a des trous partout, donc on peut même pas tartiner de confiture. Et au point de vue nutritif, voilà, c'est relativement pauvre. Donc voilà, donc j'en suis assez vite revenu. Voilà, je me suis convaincu finalement en faisant cette expérience que ce qu'il faisait finalement c'était pas compliqué en fait. Juste en prenant de la farine ultra forte, et ben forcément on arrive à de la facilité. Mais voilà, je pense que c'est pas ça en fait hein, ce que je cherche. Hein. C'est-à-dire que si je suis dans cette démarche de faire le pain maison, c'est quand même pour manger de bonnes choses et bien choisir de bonnes farines et justement ne pas aller dans ces facilités qu'on voit trop malheureusement dans les pains industriels ou dans les boulangeries qui travaillent pas comme j'aime. C'est-à-dire que voilà, si je fais une pain maison, c'est pour justement mettre des bonnes choses dedans, des bonnes farines. C'est pas pour aller ajouter des farines de force ou des améliorants ou des levures ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est pas ma démarche. Je pense que mon objectif, c'est voilà, améliorer ma technique et pour avoir des mie de plus en plus ouvertes si possible, mais sans que ce soit la priorité. C'est-à-dire que la priorité, ça va être d'avoir un pain qui est bon au goût et bon pour la santé. Et si j'arrive à avoir un pain qui est joli, eh bien tant mieux. Mais voilà, dans un premier temps, c'est pas mon objectif principal. Et voilà, sachant que quand je regarde certains boulangers français sur Instagram par exemple, qui eux travaillent avec des farines françaises de variétés anciennes par exemple, et qui arrivent à avoir des mie ouvertes quand même. Donc voilà, je me dis, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, peut-être que j'arriverai à faire ça. Mais voilà, je trouve que ce que font ces gens type américains, c'est quelque part, j'ai l'impression que c'est la facilité en fait. C'est-à-dire que ça va être super impressionnant. Forcément, les gens un petit peu naïfs, comme j'étais au début, ou les gens qui s'y connaissent pas trop, bah, ils vont regarder ça avec des grands yeux, ils vont dire ouais, c'est magnifique, le mec est trop fort, comment il fait, tout ça. Sauf que bon, voilà, on se rend compte quand on gratte un peu, quand on essaye soi-même avec des farines super fortes, que bon, finalement, c'est pas inaccessible ce qu'ils font. Hein, c'est juste que voilà, ils utilisent quelque part, c'est comme un sportif qui serait dopé, quoi. C'est-à-dire que voilà, on est impressionné par les performances, etc. Mais voilà, si on apprend que le mec il s'est dopé, quelque part, c'est hyper décevant, quoi. Et voilà. Donc moi j'ai beaucoup plus de respect pour les sportifs qui se dopent pas, mais qui travaillent tous les jours pour avoir de meilleures performances. Et voilà, de même que j'ai plus de respect pour un boulanger ou un amateur qui va utiliser des bonnes farines françaises, françaises ou pas forcément françaises, mais d'ailleurs de bonnes farines, de variétés anciennes, bio, etc. Et qui va réussir avec sa pratique à tirer le meilleur de ces farines et faire des pains à la fois bons et beaux. Vous venez d'écouter le témoignage d'Arnaud, que vous pouvez retrouver sur Instagram @fulguropin. Toute ressemblance avec le rayon laser d'un robot nommé Goldorak est complètement fortuite. C'est la fin de ce 7e épisode. Nous y avons évoqué notre envie de mieux faire et aussi la distance qu'il faut prendre avec les réseaux sociaux en général. Nous avons aussi parlé de la farine et des cultures américaines. Je souhaite tout de même conclure en disant que certaines associations agricoles états-uniennes font maintenant l'effort de faire revivre un blé plus sensé, plus éthique. C'est le cas notamment de California Wheat Commission et de Billy Valley. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vilain le Vin et votre enthousiasme fait vraiment plaisir à voir. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à le commenter
et à mettre les 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, ce qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram @vilainlevin. Vous verrez, on aura l'occasion de reparler de tout ça. D'ailleurs, un prochain podcast sur les farines anciennes devrait suivre. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Vilain le Vin. D'ici là, prenez soin de vous et soyez fiers de votre pain.